Au cœur des tumultes qui agitèrent la fin du XVIIIe siècle, alors que l'Europe oscillait entre l'effondrement des anciens empires et l'aube d'un monde façonné par de nouvelles idées, la campagne d'Italie menée par Napoléon Bonaparte surgit comme un souffle à la fois audacieux et fulgurant, un mouvement irrésistible destiné à remodeler le destin des peuples. Parmi toutes les batailles qui marquèrent dans cette campagne, celle de Rivoli occupe une place singulière, car elle incarne la quintessence du génie stratégique du jeune général, son audace calculée et sa capacité presque surnaturelle à inspirer des troupes exténuées en leur faisant croire qu'aucun obstacle, aussi monumental fût-il, ne saurait résister à la puissance de leur volonté. Pour comprendre la victoire de Rivoli, il faut revenir en arrière et plonger dans l'atmosphère lourde et tendue qui enveloppait les plaines d'Italie du Nord, où s'affrontaient la République française révolutionnaire et l'Empire des Habsbourg, déterminés à briser l'élan impétueux de ce nouveau pouvoir. Napoléon Bonaparte, alors âgé d'à peine 27 ans, portait le poids d'un commandement qui aurait écrasé bien des généraux plus âgés et plus expérimentés que lui. Pourtant, loin de vaciller, il se dressait avec une détermination féroce, animé par une vision claire de ce que devait être la guerre moderne, un mélange subtil de vitesse, d'improvisation, de psychologie et de discipline implacable. La bataille de Rivoli, qui devait s'inscrire dans l'histoire comme l'un des chefs-d'œuvre de stratégie les plus éclatants de son époque, se déroula au cœur d'un paysage escarpé où les montagnes s'entrechoquaient avec les vallées abruptes, un terrain difficile qui favoriserait celui qui saurait le mieux en exploiter chaque recoin. Dès que Napoléon apprit que le général autrichien Alvinci, fort de plusieurs colonnes éparpillées mais nombreuses, descendait des montagnes pour tenter de délivrer Mantoue assiégé, il comprit que l'enjeu dépassait de loin une simple confrontation locale. Mantoue représentait une clé, un verrou stratégique dont dépendait l'équilibre de toute la campagne. Si les Autrichiens parvenaient à la délivrer, alors les efforts des Français, accumulés avec tant de difficultés, risquaient de s'évaporer en un instant. C'est dans ce contexte que se mit en place la machinerie implacable de la pensée napoléonienne. Il n'avait ni le temps de déployer des préparatifs longs, ni la possibilité d'attendre des renforts importants. Il devait agir vite, plus vite encore que ne l'imaginaient ses adversaires. La rapidité était sa meilleure arme, et il la maniait avec l'habileté d'un maître, tandis que les Autrichiens avançaient avec des colonnes étirées, séparées par de longues distances et peu coordonnées entre elles. Napoléon regroupait ses forces, les rassemblant comme un point prêt à frapper là où l'ennemi serait le plus vulnérable. La nuit précédant l'affrontement, les soldats français, épuisés par des jours de marches et de combats, se reposaient sous un froid mordant, enveloppés de couvertures trop minces pour écarter la morsure de l'hiver alpin. Pourtant, au-delà de la fatigue, on percevait dans leurs rangs une tension vibrante, une énergie étrange qui n'appartenait qu'aux armées habitées par la certitude tacite que leur chef allait encore une fois accomplir un prodige. Napoléon, passant parmi eux, adressait des mots simples mais puissants, des paroles qui galvanisaient les cœurs et éclairaient les regards. Il savait que le moral était une arme, peut-être la plus décisive de toutes. Aux premières lueurs de l'aube, lorsque la brume accrochée au flanc des montagnes commença à se dissiper lentement, les éclaireurs français rapportèrent que les colonnes ennemies tentaient de se déployer autour du plateau de Rivoli. La vision était impressionnante. Des milliers de soldats autrichiens avançant comme un fleuve humain, espérant écraser les forces françaises sous leur écrasante supériorité numérique. Mais Napoléon voyait plus loin que la simple masse. Il observait les mouvements, décelait les failles, lisait dans la topographie comme dans un livre ouvert. Là où un général ordinaire aurait vu une menace, lui identifiait un désordre latent dont il tirerait parti. Il sut immédiatement que l'ennemi avait trop étendu ses lignes, cherchant à encercler sa position sans réaliser que cette manœuvre créait autant de points faibles que de tentacules menaçants. Il décida alors de concentrer son effort contre le centre autrichien où les troupes d'Alvinci étaient les moins bien coordonnées. Alors que les Français prenaient position, les premières salves d'artillerie retentirent, ébranlant l'air froid d'un fracas profond. Les obus autrichiens s'écrasaient contre les pentes abruptes, soulevant des gerbes de terre et de neige. Les Français ripostaient avec une précision redoutable. L'artillerie napoléonienne, réputée pour sa mobilité et son efficacité, manœuvrait avec une agilité stupéfiante pour des pièces de ce poids, se déplaçant sur des terrains que beaucoup jugeaient impraticables.
Le feu croisé transformait les vallées en couloirs mortels. Au fur et à mesure que la bataille progressait, les combats se faisaient plus féroces. Les Autrichiens lançaient des assauts répétés, poussés par leur nombre et leur détermination à forcer le passage vers Mantoue. Mais chaque fois, les Français les repoussaient, se repliant parfois de quelques mètres pour mieux contre-attaquer ensuite. Les soldats de la République, mus par un mélange de discipline et de ferveur, se battaient avec une intensité presque sauvage. Parmi les généraux français, on remarquait le rôle crucial du général Joubert, qui tenait la position avec une ténacité admirable. Ces hommes, accrochés aux hauteurs, combattaient avec acharnement, repoussant vague après vague les attaques ennemies. Napoléon, observant depuis un point élevé, dirigeait chaque mouvement avec une clarté d'esprit inébranlable. Il envoyait des messagers à cheval, ordonnait des réajustements rapides, anticipait les mouvements à venir. L'issue de la bataille dépendait de sa capacité à agir plus vite que l'adversaire ne pouvait comprendre la situation. À un moment critique, il comprit que les Autrichiens tentaient une manœuvre décisive sur son flanc droit. S'ils parvenaient à percer à cet endroit, la position française risquait de s'effondrer. Sans perdre une seconde, il ordonna aux troupes du général Masséna, réputé pour leur endurance, de se porter immédiatement à cet endroit. Masséna, surnommé le favori de la victoire, exécuta l'ordre avec une rapidité fulgurante. Ses hommes, après une course épuisante, se jetèrent tout dans la mêlée pour stabiliser la ligne. Cette intervention permit d'éviter une catastrophe imminente. Napoléon avait cette capacité unique de sentir l'instant exact où la bataille pouvait basculer et d'agir précisément à ce moment-là. Alors que les combats se poursuivaient, un autre événement déterminant se produisit. Une colonne autrichienne, croyant pouvoir contourner les Français par un ravin escarpé, se retrouva prise au piège lorsque les artilleurs français braquèrent leurs canons sur l'étroit passage. Les tirs firent des ravages effroyables. Les soldats autrichiens, incapables de déployer leurs rangs, se retrouvaient compressés dans un véritable entonnoir de mort. La panique s'empara d'eux et leur retraite désordonnée créa un chaos supplémentaire dans leurs propres lignes. Napoléon, voyant la désorganisation grandissante de l'ennemi, décida qu'il était temps de porter l'estocade. Il ordonna une contre-attaque générale, coordonnée comme un mouvement unique. Les tambours résonnaient, les drapeaux claquaient dans le vent glacial, et les soldats français, galvanisés par l'énergie irrésistible de leur chef, se ruèrent en avant. Le choc fut brutal. Les Autrichiens, déjà ébranlés, ne purent résister à cette charge soudaine. Peu à peu, leur centre céda, puis leurs ailes commencèrent à vaciller. La bataille prenait un tournant irréversible. Napoléon savait que la victoire était à portée de main, mais il n'avait pas encore relâché son attention. Il connaissait la capacité de ses adversaires à se regrouper. Il continua donc à orchestrer chaque mouvement avec une minutie de virtuose. Le soleil, bien que faible en cette saison, perçait parfois les nuages et illuminait des scènes de chaos où les éclats d'acier et les uniformes chamarrés scintillaient brièvement avant de disparaître dans la fumée épaisse de la poudre. Les cris, les ordres, les détonations formaient une symphonie sauvage dont la montagne elle-même semblait vibrer. À mesure que les Autrichiens reculaient, des éléments isolés tentaient de se regrouper. Mais l'impulsion française, irrésistible, les balayait sans relâche. La maîtrise du terrain par Napoléon rendait chaque tentative autrichienne vaine. Les pentes abruptes, les vallées encaissées et les plateaux étroits, qui auraient pu se transformer en atout pour un défenseur prudent, devinrent des pièges mortels pour des colonnes autrichiennes mal coordonnées. Tandis que les bataillons français avançaient, Napoléon gardait les yeux fixés sur un point particulier du champ de bataille. Il pressentait que c'est là, sur ce replat étroit, où se mêlaient brouillard et fumée, que se déciderait l'écrasement définitif des forces ennemies. Il ordonna un redéploiement audacieux de l'artillerie qui exigeait de faire franchir aux canons un terrain escarpé et glissant. Les artilleurs, poussant, tirant, jurant et haletants, accomplirent cette tâche titanesque, conscients de la confiance que leur chef plaçait en eux. Lorsque les canons furent enfin en position, Napoléon donna l'ordre d'ouvrir le feu. La déferlante de projectiles pulvérisa les positions autrichiennes que rien ne protégeait désormais. Le désordre devint une déroute. C'est à ce moment précis, alors que la confusion ennemie atteignait son paroxysme, que Napoléon sut que l'avantage était irréversible. Et pourtant, il ne triomphait pas encore intérieurement.
Il attendait, guettant l'ultime réaction de l'armée autrichienne, comme un joueur d'échecs qui, ayant mis son adversaire en grande difficulté, sait qu'il doit encore observer les derniers mouvements avec une vigilance absolue avant de clamer la victoire. C'est dans ce climat de tension que la première partie du récit de cette journée extraordinaire trouve son terme, suspendu entre l'effondrement progressif des forces adverses et l'élan irrésistible d'une armée française prête à inscrire son nom dans l'histoire. Alors que les échos du fracas d'artillerie résonnaient encore entre les falaises abruptes, Napoléon poursuivait son observation méthodique du champ de bataille, évaluant chaque repli, chaque hésitation, chaque ruade de résistance que les Autrichiens tentaient, comme s'il percevait au travers de la fumée les moindres oscillations de leur morale. La position de Rivoli, perché sur ces hauteurs tourmentées, semblait devenir le théâtre d'un affrontement où la volonté d'un seul homme se mesurait à la masse titubante d'une armée entière. Tandis que l'avant-garde autrichienne reculait pas à pas, ses lignes se désunissaient tout davantage. Les cris des officiers cherchant à restaurer l'ordre se perdaient dans le tumulte, et les soldats, harassés par l'avancée difficile, sentaient leur détermination s'effriter comme la neige sous un soleil inattendu. Pourtant, à mesure que les Français progressaient, l'enjeu devenait d'autant plus crucial qu'une partie des forces impériales, installées plus au nord, n'avait pas encore engagé ses bataillons dans la bataille. Napoléon savait que ses troupes, menées par des commandants moins expérimentés mais farouches, pourraient encore tenter une percée décisive. Il anticipait leurs mouvements, comme s'il les voyait se dessiner sur une carte mentale, et prépara de nouvelles dispositions. Il ordonna d'étendre légèrement son aile gauche, non pour s'exposer mais pour enserrer davantage l'adversaire. Masséna, toujours prompt à comprendre l'intuition de son général en chef, fit manœuvrer ses hommes avec une rapidité qui déconcertait toute logique. Les soldats escaladaient des pentes raides, se glissant entre les rochers, modifiant leurs lignes comme un fluide combatif qui s'infiltre là où la victoire l'exige. Le terrain qui constituait pour les Autrichiens un obstacle devenait pour les Français un allié malléable grâce à la vision de Napoléon. Plus au sud, près d'un escarpement abrupt où la roche noire semblait percer le ciel, les troupes du général Joubert subissaient une pression accrue. Une colonne autrichienne, renforcée par des unités fraîches venues de l'arrière, menaçait de les submerger par un assaut violent. La contrepente empêchait les Français de voir les mouvements de l'ennemi jusqu'au dernier instant et l'effet de surprise aurait pu leur coûter cher. Mais Napoléon, alerté par des éclaireurs perspicaces, dépêcha immédiatement un détachement de grenadiers dont la réputation de férocité précédait chacun de leurs pas. Les grenadiers apparurent au moment précis où les lignes françaises fléchissaient. Leur arrivée fut comme un éclair dans la tempête. Armés de leur détermination farouche et de leurs cris rauques, ils se jetèrent dans le combat et repoussèrent les assaillants avec une vigueur presque démentielle. Le choc fut tel que la colonne autrichienne, déstabilisée, recula en désordre. Joubert, saisissant l'occasion, réorganisa ses lignes et stabilisa le front. Après ce sursaut, un silence relatif tomba sur la zone, comme si les montagnes reprenaient leur souffle avant de répercuter un nouvel acte de cette lutte titanesque. Pendant ce répit momentané, Napoléon se déplaça plus près des positions avancées. Il voulait voir de ses propres yeux les hommes qui tenaient sur les hauteurs, leur adresser quelques paroles qui, même brèves, redresseraient leurs âmes fatiguées. Il montait parmi eux avec cette assurance tranquille qui fascinait tous ceux qui l'approchaient. Il parlait peu, mais chacun de ses mots résonnait comme un ordre de vivre, de tenir, de vaincre. Cette proximité galvanisait les troupes. Les soldats, voyant leur général exposer sa personne dans des zones où les balles sifflaient encore, se redressaient avec une fierté renouvelée. Le moral français, déjà solide, devint une véritable muraille contre laquelle se brisèrent les nouvelles impulsions de l'armée autrichienne. Cependant, la bataille était loin d'être gagnée. Une autre colonne ennemie, parvenue plus tardivement sur le champ, tentait de contourner la position française en empruntant une gorge étroite. Leur commandant espérait surprendre Napoléon en débordant totalement son aile droite. Mais les guides italiens au service de l'armée française avaient averti de cette possibilité. Napoléon fit aussitôt avancer un bataillon de carabiniers pour surveiller la gorge. Les carabiniers, reconnaissables à leur stature impressionnante et à leurs uniformes distinctifs, progressèrent silencieusement entre les rochers. Lorsqu'ils virent la colonne autrichienne serpenter dans le passage étroit, ils comprirent qu'une action rapide s'imposait.
Plutôt que d'attendre l'ennemi en position classique, ils se déployèrent en arc sur les hauteurs, d'où ils dominaient totalement la gorge. Sur ordre de leur capitaine, ils ouvrirent le feu, transformant le passage en piège. Les Autrichiens, surpris et incapables de se déployer correctement, essayaient de remonter la pente sous une pluie de balles et d'éclats de pierre. Les Français, quant à eux, ajustaient calmement leurs tirs, chaque détonation résonnant comme un coup de marteau sur l'enclume du destin. La colonne autrichienne finit par se disloquer, son moral brisé. Le terrain était jonché de débris humains et matériels et se revers démoraliser encore davantage l'armée impériale. Napoléon, apprenant la nouvelle de ce succès tactique, ressentit l'assurance que son dispositif se resserrait comme une étreinte mortelle autour des forces d'Alvingsy. Mais il restait un dernier point sur lequel l'issue demeurait incertaine. Au centre, là où s'était concentrée la violence du premier choc, les Autrichiens tentaient de rassembler leurs bataillons. Ils ne cherchaient plus à envelopper les Français, mais à percer en un point unique pour ouvrir une brèche et s'échapper vers le nord. Ce mouvement de désespoir pourrait encore changer l'équilibre si Napoléon n'agissait pas avec précision. Il ordonna que l'artillerie, placée sur les éperons rocheux, concentre tous ses tirs sur la zone où les Autrichiens formaient une masse compacte. Les canons, bien que secoués par les tirs répétés, crachaient leurs projectiles avec fureur. Chaque impact creusait une plaie béante dans les rangs ennemis. La fumée s'épaississait mêlée à l'odeur métallique du sang et à celle plus âcre de la poudre. Les tambours autrichiens tentaient de maintenir un semblant d'ordre, mais leurs battements se perdaient dans la clameur. Masséna reçut ensuite l'ordre d'avancer avec 2 de ses brigades. Elles s'élancèrent, descendirent une courte pente, puis remontèrent au contact de l'ennemi dans un effort titanesque. Le choc fut brutal, une collision d'hommes, de baïonnettes, de cris. Masséna, en tête, se battait avec une énergie farouche, comme pour incarner lui-même la détermination de l'armée française. La résistance autrichienne fut féroce dans un premier temps, mais la pression des Français augmentait sans cesse. Le centre ennemi trembla, puis commença à céder. Napoléon, observant cela, comprit que le moment décisif approchait. Il prépara ses réserves, les plaçant légèrement en retrait, mais prêtes à fondre à l'instant voulu. Il était conscient que la moindre hésitation pourrait permettre à l'ennemi de se reformer. C'est à ce moment précis que se produisit un événement mémorable. Les Autrichiens, voyant que leur centre pliait, envoyèrent toutes leurs dernières forces fraîches dans une contre-attaque désespérée. Cette masse de soldats s'élança avec un hurlement collectif, un cri qui exprimait la rage, la peur, l'épuisement, la volonté d'échapper à la catastrophe. Pendant quelques minutes, les lignes françaises fléchirent. Les Autrichiens, animés de cette énergie de la dernière chance, parvinrent à repousser Masséna de quelques mètres. La bataille sembla vaciller. Un souffle glacial parcourut les hauteurs, mais Napoléon, loin d'être déconcerté, réagit avec une vitesse vertigineuse. Il envoya immédiatement ses réserves, des bataillons sélectionnés pour leur discipline et leur endurance. Ils s'élancèrent comme une vague puissante, se ruant dans la brèche avant que les Autrichiens n'aient pu consolider leur assaut. Ce mouvement, précis et violent, renversa la dynamique. Les Autrichiens, surpris par cette riposte éclair, perdirent leur élan. Le choc des réserves françaises brisa leur cohésion. Ce qui avait commencé comme une percée glorieuse se transforma en effondrement douloureux. Les soldats impériaux, encerclés par l'avancée irrésistible des Français, commencèrent à reculer, puis à fuir. La clameur de la bataille monta d'un cran. Les Français, galvanisés par la clairvoyance de leur chef, redoublèrent d'ardeur. Les Autrichiens, eux, voyaient leurs lignes se désintégrer à mesure que la pression s'intensifiait. Sur les hauteurs proches de la gorge, les derniers éléments de la colonne de secours tentaient de rejoindre le centre, mais ils se heurtèrent aux carabiniers qui tenaient toujours leur position avec une ténacité implacable. Les officiers autrichiens hurlaient des ordres, brandissaient leurs sabres, essayaient d'arrêter la fuite, mais rien n'y faisait. L'armée impériale, déjà éprouvée par les jours précédents, ne parvenait plus à opposer une résistance structurée. Au milieu de ce chaos, Napoléon ressentit le basculement définitif de la bataille. Il demeurait néanmoins concentré, veillant à coordonner chaque mouvement jusqu'à l'achèvement complet de l'effondrement adverse. Le moment de la victoire approchait, suspendu dans cet entre-deux où s'effondrent les certitudes d'un camp et où éclot la gloire de l'autre.
C'est dans cet instant de tension extrême, où la montagne elle-même semblait retenir son souffle, que la seconde partie de ce récit trouve son terme, juste avant que la tempête finale ne vienne sceller le destin des deux armées. À mesure que les dernières lueurs incertaines d'un soleil pâle perçaient à travers les volutes épaisses de fumée qui flottaient au-dessus du plateau, l'affrontement qui faisait rage depuis l'aube semblait sur le point d'atteindre son dénouement. L'air vibrait encore des échos de la bataille, mais une transformation subtile parcourait le champ de combat. Ce n'était plus le choc équilibré de deux forces déterminées, mais bien l'écrasante domination d'une armée française portée par l'élan irrésistible de son chef. Napoléon, toujours posté sur un promontoire naturel qui lui offrait une vue panoramique du tumulte, observait les dernières convulsions de résistance de l'armée autrichienne. Il voyait les mouvements désordonnés de ses colonnes, les tentatives désespérées pour reformer des lignes de bataille, les gestes nerveux des officiers qui, sabres levés, tentaient d'enrayer la débâcle. Mais il percevait aussi, avec la clarté presque instinctive qui caractérisait son génie, que l'esprit de l'armée impériale avait été brisé. Les Autrichiens ne combattaient plus pour vaincre, mais pour survivre. Il lança alors les ordres finaux, précis, laconiques, implacables. Il fit avancer les brigades de Masséna pour verrouiller définitivement l'aile gauche ennemie, ordonna aux troupes de Joubert de poursuivre la pression au centre et demanda que l'artillerie, désormais maîtresse du plateau, ajuste ses pièces pour empêcher toute retraite organisée. Ces ordres se répercutèrent de hauteur en hauteur, portés par des officiers qui galopaient à travers les rochers, bravant le feu résiduel pour transmettre la volonté de leur chef. Les troupes françaises, exaltées mais disciplinées, répondaient avec une synchronisation impressionnante, comme si chaque bataillon, chaque compagnie, chaque soldat n'était qu'une extension vivante de la pensée de Napoléon. Au centre, la scène se transforma en quelques instants. Les Autrichiens, cherchant à fuir vers le nord, se heurtèrent à une pluie méthodique de tirs d'artillerie. Les obus explosaient en soulevant des volutes de terre, de neige et de fragments de roches. Les hommes tombaient, se relevaient parfois, retombaient aussitôt, submergés par la violence implacable du bombardement. Pour ceux qui parvenaient à franchir cette zone de feu, c'était pour rencontrer des unités françaises qui avançaient comme une lame d'acier, baïonnette en avant, regard farouche, déterminés à achever ce qui avait été commencé à l'aube. Sur l'aile droite, les carabiniers qui dominaient la gorge étroite virent soudain les lambeaux de la colonne de secours autrichienne tenter une sortie désespérée. Ils se jetèrent alors dans un combat rapproché, leurs silhouettes se découpant contre le ciel gris. Leurs tirs précis et leurs charges brutales renvoyèrent les Autrichiens vers les profondeurs du ravin où la confusion achevait ce que le feu français avait entamé. Le commandant autrichien de ce secteur, un officier expérimenté mais harassé par la journée, tenta de rassembler quelques compagnies pour sauver l'honneur en couvrant la retraite. Ses efforts furent vains. Les Français, guidés par des sous-officiers audacieux qui connaissaient chaque anfractuosité du terrain, descendirent en cascade le long des pentes, repoussant toute résistance. Lorsque le commandant comprit qu'il ne pouvait plus rien faire, il abaissa son sabre dans un geste de désespoir, conscient que la bataille était perdue et que le salut de ses hommes dépendait désormais de leur capacité à fuir tant qu'il restait un mince passage pour le faire. De son côté, Napoléon suivait l'évolution de chaque segment du front, mais contrairement à ce que l'on aurait pu croire, il ne laissait pas l'ivresse de la victoire envahir son esprit. Il demeurait concentré, anticipant la possibilité d'un sursaut de l'ennemi, d'une embuscade, d'un dernier carré héroïque capable de ralentir la progression française. Il ordonnait encore, analysait, corrigeait, comme si le dénouement n'était pas déjà inscrit dans l'évidence. Cette vigilance constante constituait une part fondamentale de sa légende. Sur l'aile gauche, l'effondrement ennemi fut total. Masséna, voyant l'ennemi rompre, lança une charge finale qui fit éclater les derniers vestiges de cohésion autrichienne. Les soldats impériaux se dispersèrent dans toutes les directions, abandonnant canons, drapeaux, caissons, blessés et matériel. La pente escarpée qui descendait vers la vallée devint un torrent humain où se mêlaient cris de détresse, appels perdus, armes jetées à terre, uniformes déchirés. Certains tentaient de se cacher derrière des rochers ou dans les broussailles, mais les tirailleurs français, rapides et habiles, les encerclaient sans donner le moindre répit.
À mesure que les Autrichiens se débandèrent, un autre phénomène se produisit. Les habitants des fermes isolées et des hameaux dispersés dans la montagne osèrent enfin sortir de leur refuge. Ils observaient à distance, certains terrifiés, d'autres fascinés, cette marée humaine en déroute et l'avancée méthodique des lignes françaises. Ils voyaient dans le jeune général, dont le nom circulait déjà comme celui d'un prodige, une figure presque mythique, un personnage à mi-chemin entre conquérant et libérateur. Sur la crête principale, Napoléon reçut les premiers rapports confirmant la débâcle totale de l'armée autrichienne. Les officiers venaient à lui, leurs uniformes encore couverts de poussière, leurs visages marqués par la fatigue mais illuminés d'un éclat triomphant. Chacun apportait des détails, le nombre de canons capturés, les régiments ennemis dispersés, les prisonniers faits par dizaines et par centaines, les unités entières qui s'étaient rendues après avoir été encerclées. Napoléon écoutait, acquiesçait, donnait des instructions pour organiser la poursuite, mais au fond de son regard brillait déjà une pensée différente. Il savait que cette victoire ne représentait pas seulement un succès tactique brillant, ni même une étape dans la campagne d'Italie. Elle scellait quelque chose de plus vaste, un basculement stratégique majeur. L'armée autrichienne venait d'être non seulement vaincue, mais anéantie dans ses illusions de reprendre l'avantage. Mantoue, privée de secours, était condamnée à tomber. Et avec elle, s'effondrerait toute résistance organisée dans le nord de l'Italie. Les officiers français, rassemblés autour de leur chef, partageaient cette impression d'avoir participé à une journée exceptionnelle, une journée qui resterait gravée dans la mémoire collective. Ils voyaient en Napoléon un homme destiné à accomplir de grandes choses, un homme dont l'éclat croissant allait redéfinir les frontières, les alliances, peut-être même la nature du pouvoir militaire en Europe. Lorsque le fracas de la bataille se fut finalement éteint, remplacé par le murmure grave des vents qui parcouraient les montagnes, Napoléon descendit parmi ses soldats. Il traversa les lignes françaises qui venaient de s'arrêter sur les dernières positions conquises. Les hommes, épuisés mais exaltés, se redressaient à son passage, échangeaient des regards de fierté et murmuraient son nom avec un respect presque religieux. Il s'adressa à quelques groupes, les félicitant d'un ton calme mais chaleureux. Il savait que la gloire d'un général ne prenait tout son sens que lorsqu'elle se mêlait à la reconnaissance sincère de ses soldats. La nuit tomba lentement sur Rivoli, enveloppant les hauteurs d'un silence mélancolique. Les feux de bivouac scintillaient comme des étoiles terrestres au milieu de l'obscurité grandissante. On entendait encore les gémissements des blessés, les pas lourds des hommes qui cherchaient leurs camarades, les ordres discrets des officiers organisant les postes de garde. La montagne semblait respirer d'un souffle nouveau après cette journée d'épreuves, et dans ce décor rude et grandiose, Napoléon s'arrêta un moment, contemplant l'horizon. Il savait que la victoire qu'il venait de remporter deviendrait l'une des pierres angulaires de sa légende. La bataille de Rivoli n'était pas seulement un triomphe élechinant et éclatant. Elle représentait la démonstration de sa maîtrise totale de l'art de la guerre, de sa capacité à transformer le moindre relief, la moindre faiblesse ennemie, la moindre hésitation en avantage décisif. La République française, grâce à lui, venait d'imposer sa marque sur le destin de l'Italie. Et pourtant, dans son regard se lisait déjà l'ombre fugitive d'objectifs plus vastes, d'ambitions que seule l'Europe entière pourrait contenir. Ainsi se fermait cette journée extraordinaire, où la montagne avait été témoin de l'un des événements les plus marquants de la carrière naissante du jeune général. La victoire de Rivoli résonnerait longtemps dans les mémoires, portée par le souffle de la gloire et gravée dans l'histoire comme l'un de ces moments où un homme, par la force de son génie, infléchit le cours du monde.